Alors, bonjour et bienvenue dans votre émission Beauty Talk. On est en compagnie de Marie. Salut! Et je suis votre hôte Océane et nous allons discuter projets, représentation et aussi de sujets de société qui nous touchent à nous, toutes les femmes. Voilà. Donc, Marie-Zia, merci d'être là avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de tes projets, surtout de ton projet que tu viens de créer il n'y a pas si longtemps que ça? Je pense que ça peut en intéresser beaucoup qui nous regardent. Ouais, donc du coup j'ai 21 ans et je suis étudiante à Sciences Po Paris. Donc ce que je viens de créer, c'est vraiment indépendant de toutes mes ambitions de base qui sont vraiment plus centrées sur la diplomatie, les relations internationales et tout. Donc en septembre 2022, j'ai créé l'association EndoSup, donc le diminutif de endométriose sup, donc qui est vraiment focalisée sur l'effet des règles douloureuses et des maladies gynécologiques sur notre capacité à étudier. Donc c'est vraiment le fruit de mon expérience médicale personnelle parce que j'ai vraiment galéré. Si tu veux, j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes, donc des règles douloureuses et ovulations douloureuses quand j'étais au collège. Très Tu tôt. vois, donc j'avais 14-15 ans et c'est seulement à 18 ans que j'ai été diagnostiquée. Donc il y avait vraiment un laps de temps assez important, mais qui concorde en fait avec le temps de diagnostic en France, qui est de plus ou moins 7 ans. Du coup, bah, c'est vraiment toutes les galères que j'ai subies pendant ma scolarité, surtout à Sciences Po, où c'est plus intense que le collège et le lycée forcément. Et aussi des discussions avec mes camarades qui sont aussi atteintes d'endométriose, qui m'ont motivée à créer l'asso, à vraiment me dire, bah voilà, il faut que tu entreprennes ce truc, parce qu'on est vraiment nombreuses, alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte, tu vois. On galère un peu toute seule, on se dit qu'avoir mal pendant ses règles, c'est normal et qu'il faut encaisser et tout. Du coup, moi, je voulais vraiment dépasser ça, tu vois. D'accord. Et justement, avant ton diagnostic, est-ce que les gens minimisaient beaucoup ta capacité, ta douleur? Ils ont diminué, dire non, tu fais exprès, non, t'exagères, Ça choses comme m'est ça. arrivé tellement de fois. Déjà, quand j'étais plus jeune, donc par exemple en cours de PS, je dis bah, j'ai mes règles, je peux pas faire sport. Prends un Antadis, prends un Spasfon. Non, 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 ok. Ensuite, quand j'étais un peu moins jeune, donc par exemple au lycée, où là, pour le coup, il y avait des examens plus importants comme le bac de première ou le bac de terminale, où bah, par exemple, j'expliquais à mes profs à quel point j'appréhendais cette semaine-là, parce qu'il suffit juste que mes règles tombent à ce moment-là pour que ça foire totalement ma capacité à composer. Mais non, mais écoute, tout le monde a mal, toutes les femmes ont plus ou moins mal pendant leurs règles, du coup, il faut que tu prennes sur toi, il faut que tu t'organises. Peut-être prends des antidouleurs la veille des épreuves au cas où, mais ça va aller, t'inquiète. Ok. Ensuite, il y avait aussi pendant mes consultations médicales où par exemple je faisais des examens très douloureux et je disais à la gynécologue bah là j'ai mal, je pleure et tout. Elle me dit mais non, ça fait pas mal, c'est juste désagréable. Oui. Donc en fait, on a minimisé ma douleur plein de fois. Là, c'est quelques exemples. Oui, mais bien sûr. dans les faits, c'est tout le temps, en fait. C'est au quotidien qu'on nous explique que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Et l'un des slogans les plus importants dans notre asso, c'est « Non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles ». Et ça nous invalide tellement dans plein de projets. Bien sûr. Nous, on parle beaucoup plus des études parce qu'on est étudiante. Mais je pense dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle et tout, c'est infernal. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc, par rapport à ça, quand tu parles de visite médicale, donc tu trouves aussi que, est-ce que les médecins ont pris du temps à te croire dans ta douleur? Et est-ce que tu penses que c'est peut-être par rapport à ce que tu représentes, c'est-à-dire souvent, parce que il y a une étude qui montre que beaucoup de médecins pensent que les personnes noires, en fait, ont une résistance plus haute à la douleur. Beaucoup, est-ce qu'il y a même des études sur ça? Et je ne sais pas qui les a menées et pourquoi elles ont été publiées, c'est un autre débat. Ouais. Mais est-ce que tu penses que peut-être ce préjugé-là a peut-être joué sur ton diagnostic un peu tardif ou le fait qu'on ait du mal à te croire au début? Bah, je peux qu'imaginer que oui. Après, forcément, on va pas te le dire en face. Oui, bon, toi, on sait que les personnes de ta communauté, elles ont une forte tendance à exagérer. Du coup, t'inquiète, c'est pas ça. Mais en soi, on te le fait ressentir de plein de manières différentes. Par exemple, il m'est déjà arrivé de m'évanouir à l'hôpital. Donc, par exemple, un jour où j'avais des crampes monstrueuses et j'ai dû aller à l'hôpital par mes propres moyens parce que, évidemment, le SAMU ne voulait pas me prendre puisqu'il s'agissait de règles douloureuses. Donc, j'ai dû y aller moi-même en bus parce que j'avais 18 ans à ce moment-là.
Et donc j'arrive et tout, je leur explique, madame, vraiment ça va pas. Je savais pas encore que j'avais l'endométriose à ce moment-là. D'accord. Mais je lui disais que je pensais l'avoir, juste qu'on me l'avait pas encore diagnostiqué parce que ça prend un certain temps. Et donc on me fait patienter en salle d'attente. Et en salle d'attente, je tombe. Je tombe. Et je sais plus exactement si j'ai perdu connaissance ou si j'étais vraiment très sonnée. Mais tout ce dont je me rappelle, c'est vraiment le moment où j'étais vraiment consciente et éclairée. Et que l'infirmière me tapait la poitrine. Donc ça c'est normal. Ça m'a un peu secouée, mais c'est normal. C'est vraiment pour éviter que je m'endorme. Mais elle me dit, oui bon, l'endométriose, ça fait pas ça. Hein, donc arrêtez votre cinéma, quoi. J'ai dit, ah, d'accord. Ok. Ah, donc on peut pas même souffrir, voilà. on peut pas. Donc je vais faire semblant de m'évanouir alors que je suis déjà à l'hôpital. Ouais, non, non. Enfin, c'est tellement ridicule. Là, c'est un exemple. Bien sûr. Qu'il y en avait d'autres et que j'ai peut-être oublié. Bien sûr. Oui, on me l'a fait ressentir que j'exagérais ma douleur et qu'il fallait que je prenne plus sur moi. Voilà, on a discuté beaucoup de ça avec des membres de mon asso, puisqu'il y a aussi d'autres femmes noires, d'autres femmes maghrébines, à qui on explique que le syndrome méditerranéen, c'est quelque chose de réel, quelque chose qui est même parfois étudié dans les écoles de médecine. D'accord. Et donc, du coup, essayer d'orienter son parcours médical dans tout ce milieu-là, c'est vraiment compliqué. Et donc tu dis syndrome méditerranéen. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors, en quelques mots, le syndrome méditerranéen, c'est un syndrome qui expliquerait un phénomène qu'on retrouve donc chez les personnes originaires de la Méditerranée. Donc, pour le coup, ce serait dans le cadre de l'endométriose des femmes maghrébines, mais aussi parfois des femmes noires, pour dire qu'on a tendance à exagérer nos symptômes pour être sûr d'être cru et pour être sûr d'être prise en charge en fait par le corps médical. Voilà. D'accord. Et donc, ton association, tu l'as lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'était en septembre. Septembre ? Ouais. C'est tout nouveau. Ouais. Mais c'est grand en fait. C'est même plus grand que nous-mêmes. C'est un vrai combat. Et il y a combien d'adhérents à ton association ? Pour l'instant, on est 32. Donc, tu me diras, c'est déjà pas mal. Hein. Ben, c'est beaucoup. Mais nous, on a vraiment vocation à se développer autant que possible sur le territoire national parce que des étudiantes atteintes d'endométriose, il y en a vraiment dans toutes les facs. Tu vois ? Et on met peut-être un certain temps à le réaliser, surtout moi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en 3e année à ce moment-là et j'ai fait un accident ischémique transitoire. Donc, c'est comme un AVC, mais en temporaire, à cause de mon traitement, de ma pilule, en fait, pour le traitement de l'endométriose. Et donc, ça a tellement été un déclic de me dire que même mon traitement me met dans la merde. Genre, ouais, il n'y a vraiment rien qui nous aide. Voilà, du coup, j'ai fait une longue story, un peu coup de gueule et tout. Et là, je reçois 1 message, 2 messages, 3 messages de filles de mon école qui me disent bah, moi aussi j'ai l'endométriose, mais je pensais que j'étais toute seule à Sciences Po en fait. Oh, tu vois ? Ouais. Et je me suis dit, en fait, ce réflexe, moi aussi je l'avais. J'en parlais pas parce que pour moi, pourquoi je vais étaler ma maladie ? Ça concerne que moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un peu de plaidoyer auprès d'autres facs, etc. Et donc, au final, on se rend rapidement compte que c'est un phénomène qui touche énormément d'étudiantes. Et du coup, on essaie vraiment d'avoir une portée aussi nationale, même internationale que possible. Oui, c'est possible. Genre, il nous est déjà arrivé de faire des spaces où des participantes étaient originaires du Sénégal, par exemple, et nous demander voilà, si c'était possible d'organiser de telles actions dans leurs universités. Nous, on est totalement ouvertes. C'est un problème de santé publique qui n'a pas de frontières. Donc, j'ai envie de dire, si on peut se développer même à l'international, allons-y. Allons-y, tu vois. Franchement, et j'espère vraiment que ça va donner, que ça va prendre. Merci, j'espère aussi. Ouais, oui. Et donc, comme vous êtes assez nouvelle dans le milieu associatif, par rapport au fondement, c'est-à-dire les moyens financiers, en fait, comment est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous y arrivez et de quoi avez-vous besoin en fait maintenant ? Alors, honnêtement, pour l'instant, l'aspect financier, c'est pas forcément ce qui nous importe le plus, dans le sens où on fait énormément de plaidoyer, de communication, et ça passe énormément par les réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de récolter des fonds, même si on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Avec ça, on pourrait se payer un logo, on pourrait payer des déplacements pour les membres qui vont sensibiliser de part et d'autre de l'Île-de-France. Mais ce dont on a vraiment besoin, c'est de visibilité pour juste toucher en fait les personnes concernées, mais aussi leurs proches. Parce qu'en fait, l'endométriose, ça a tellement d'impact sur la vie dans son entièreté. Donc, sur la vie amoureuse, relationnelle, sur la vie sexuelle, sur la vie digestive, sur tous les plans.
Et donc, du coup, on a aussi besoin que les proches des patientes ou des potentielles patientes qui n'ont pas encore été diagnostiquées, on a besoin qu'ils soient aussi sur le taquet pour les soutenir et les accompagner dans tout ce process. Parce qu'en fait, on n'en guérit pas l'endométriose. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une maladie que tu gardes toute ta vie. D'accord. Donc, tu as besoin d'un accompagnement, d'un environnement sain, tu vois, pour pouvoir le vivre normalement. Du coup, on a vraiment besoin de visibilité pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et donc, pour ça, c'est un partage, un retweet, une mention en story. C'est ça qui fait la différence, tu vois. Ouais, même un hashtag, des choses comme ça, une mention. Ouais. Et comme je dis, et j'aime bien dire souvent, en fait, on ne sait jamais qui nous regarde, qui nous écoute. Exactement. Et peut-être, si une ministre, un ministre passe par là, vous savez, hein, association, vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver. Et donc, en quoi ces expériences-là que tu as vécues, t'as construit en tant que femme noire en France? Pour commencer par le commencement, du coup, quand j'étais petite, forcément, j'avais pas forcément de modèle de représentation juste visuel. On va commencer par ça. Donc, dans les médias, dans l'industrie de la musique et tout, j'en avais pas énormément. Comment ça m'a fait me sentir? Je me sentais un peu à part, tu vois. J'avais du mal à m'identifier à qui que ce soit, à comprendre est-ce que j'ai de l'importance dans la société dans laquelle je suis, en fait. est-ce que je suis invisible ou est-ce que je suis visible, et pourtant j'ai été entourée de femmes noires toute mon enfance, hein. Moi je suis d'origine béninoise, j'ai grandi avec mes tantes, mes cousines, pas de soucis, tu vois. Juste dans un cadre qui dépasse le mien, c'est vrai que je m'y retrouvais pas. Et j'ai beau avoir grandi en banlieue, je viens du 94, parfois c'est compliqué, surtout par exemple quand j'étais au collège, surtout au collège. Hein. C'est dur le collège. C'est dur, hein. Quand on est noir, c'est dur, hein. C'est compliqué. Ouais, Niafou, ouais, jeune Renoir sauvage, merci Miska pour la postérité. Tout ça, tous les commentaires sur tes cheveux, sur ta peau, sur tout ce que tu ne peux pas modifier, genre, forcément, ça a un impact sur ton estime de toi et tout. Mais bon, au final, là, maintenant, je me suis bien retrouvée, forcément parce que j'ai peut-être plus de moyens de me retrouver et tout dans le monde dans lequel je vis. Et puis, j'ai étudié la sociologie, l'histoire et tout. Du coup, je comprends aussi certains phénomènes. C'est pour ça que tu es comme ça. Je comprends. C'est ça. Après, c'est vrai que, tu vois, la période où je préparais le concours de Sciences Po, il y avait un peu de doute parce que moi, j'ai été politisée quand même assez jeune. Donc, assez jeune, quoi, vers le début du lycée, quoi. Ouais. J'avais déjà des opinions très marquées sur certains sujets. Et c'est vrai que dans le paysage politique français, je ne voyais pas forcément beaucoup de femmes noires. Je peux t'en citer que deux, donc Ramayad et Sibeth Ndiaye. Sauf que c'est pas des femmes qui partagent mes convictions. Je vais pas commenter plus que ça. Mais du coup, voilà, donc la représentation, elle était vraiment partielle, tu vois. Maintenant, ça va mieux et je me dis que je peux être ma propre représentation. Je sais que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais je me dis, par exemple, là, quand j'ai créé mon asso, je me suis pas dit, est-ce qu'une autre femme noire a créé une asso dans ce domaine-là? Je me suis dit, vas-y, fonce. T'as tout à fait raison. Fonce. Je sais que c'est pas facile, tu vois. Je dis pas, non, mais écoutez, si vous n'avez pas de représentation, soyez votre propre représentation. Non. C'est pas facile. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que moi, c'est pas vraiment un truc qui m'a tiraillée au point d'être hyper hésitante. Vraiment, j'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai foncé. Exactement. Et le fait est que quand on parle d'endométriose et de mon engagement, c'est un peu un engagement malgré moi. Je me suis pas réveillée un matin en mode bon allez, on va changer la face du système médical français vis-à-vis de l'endométriose. Non. C'est vraiment, c'est comme si j'avais été appelée entre guillemets. Je sais que ça fait très dramatique de dire ça. Mais souvent, on n'est pas dans Hunger Games, mais voilà, c'est vraiment en mode, j'ai senti à quel point il fallait que quelqu'un fasse quelque chose et pour nous par nous, tu vois. Si j'attends, peut-être que rien ne va se faire pour les étudiantes. Parce qu'il y a déjà des assos spécialisés sur l'endométriose qui font un travail remarquable. T'as Endo France, t'as Fondation Endométriose, Info Endométriose, Endomind, il y en a plein. J'ai aussi rejoint un programme de recherche super qui s'appelle EndoGalaxy, donc créé par Marie-Rose Gallès, qui est super et tout. Et dans tous ces milieux-là, il n'y avait pas forcément de femmes noires, tu vois, ou pas beaucoup. Mais ça ne m'a pas interpellée plus que ça, parce que au final, j'ai l'habitude. Hein.
C'est ça aussi. Ouais. En fait, je sais pas si c'est triste à dire ou si c'est aussi une force. Ouais. Mais après, franchement, on est dans un monde où il faut foncer et il faut avancer. Et donc, toi, alors, quel conseil tu donnerais alors à ces personnes qui nous regardent et qui se disent il y a un truc que je veux faire, j'hésite un peu, peut-être parce que je suis seule, des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil? Bah, moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est la sororité. J'ai pas envie de servir du bullshit en mode non, mais avec de la volonté, on arrive à tout. Il suffit de foncer. Non, c'est pas facile, franchement. Non. Et même moi, dans ma création d'assaut, et même maintenant qu'elle a été créée, qu'elle est lancée, il y a plein de moments où il y a des couacs. Il y a plein de moments où on aimerait monter tel projet, on n'y arrive pas, parce qu'on est aussi une asso de malades chroniques. Ça nous est déjà arrivé qu'à un événement, il n'y ait personne dans le staff parce qu'on est tout au lit à cause de l'endo, tu vois. Ça, c'est aussi une réalité à prendre en compte. Moi, j'ai juste envie de dire, quand on sent qu'on n'a pas forcément la force de mener un combat seul, bah, c'est qu'on a besoin d'être accompagné. Moi, si j'avais pas reçu tous ces messages, j'aurais jamais créé l'association. Bien sûr. Donc, pourquoi pas essayer de contacter des proches, même s'ils sont pas concernés par le projet en soi, leur demander leur avis, leur demander des références, que ce soit dans les livres, dans les podcasts, dans les vidéos YouTube. C'est comme ça qu'on se construit, qu'après on arrive à briser l'espèce de mur invisible qui nous empêche d'avancer, tu vois. Du coup, vraiment sororité au max. Exactement. Je suis pas arrivée toute seule, hein. Ça c'est factuel. Ouais, parce qu'en vrai, je pense pas que beaucoup s'en rendent compte, mais peut-être d'autres le savent. L'être humain est fait pour être ensemble. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Et le fait d'être entouré, l'entourage est une grande partie en fait de la motivation et de comment une personne arrive à succéder dans sa vie. Donc, entourez-vous de bonnes personnes et croyez en vous. C'est vrai que c'est un peu cliché, mais c'est comme ça qu'on y arrive. C'est vrai, franchement, avoir un entourage sain, c'est tellement important déjà en tant qu'être humain, mais d'autant plus quand tu es atteint d'une maladie chronique. Là, je parle même pas que de l'endométriose. Parce que moi, pour le coup, mon entourage est hyper informé de tout. Je fais grave preuve de transparence au niveau, par exemple, de mes rendez-vous médicaux, au niveau de est-ce que je vais me faire opérer ou pas, parce que ça aussi, on m'a fait galérer comme pas possible, parce que c'est encore compliqué de se faire opérer pour l'endométriose, sauf si tu vas dans un hôpital privé. Au niveau de l'effet que ça a, de mon traitement, de l'effet que ça a sur moi, parfois je suis d'hyper mauvaise humeur. Il n'y a pas de raison, hein. Mais je sais que ça fait partie des effets secondaires de mon traitement et tout. Du coup, je peux juste leur dire, voilà, aujourd'hui je suis pas au top. Et ils savent. J'ai pas besoin de plus me justifier que ça. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Parce que c'est vrai que quand ton entourage n'est pas forcément au courant que tu es atteint d'une maladie chronique, ou quand toi-même tu n'es pas au courant, mais que ça a quand même un impact sur ta manière d'interagir avec eux, c'est compliqué. Parce que je comprends aussi mon entourage qui me voit parfois péter un plomb sans raison, annuler les sorties à la dernière minute et tout. Quand tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe derrière, tu peux mal le prendre. C'est pour ça qu'il faut aussi faire preuve de pédagogie et plus on en parle. Exactement, c'est ça. Il faut vraiment qu'on s'éduque les uns les autres sur comment est-ce qu'on peut gérer tout ça et voilà quoi. Comment on va fonctionner ensemble. Exactement, c'est ça. Franchement, c'est ça. D'accord. Bon, alors, merci beaucoup, Maryse, de nous avoir parlé de ça, d'un sujet vraiment dont on sait peu, en fait. Et c'est super intéressant et très, très important. Donc, merci infiniment. Merci à toi pour l'invitation. Et n'hésitez pas à aller suivre son asso et sa page. On va vous mettre ça en barre d'infos. Association en dessous sur Insta. Voilà. Donc, à très bientôt et au revoir. Salut.